هي على الغاية الديمقراطية العالم كما يتغني شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Quelle est la situation en Égypte 100 jours exactement après l'arrivée à la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi? Quid de la Tunisie actuellement en campagne électorale pour choisir une nouvelle assemblée nationale le 26 octobre, puis ensuite un président ou une présidente, car il y en a une candidate femme. Ce sera le 23 novembre. Et si on découvrait aujourd'hui dans MOE d'autres facettes de ces deux pays, MOE. Bienvenue à vous, Azim El-Difraoui. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes documentariste également et vous êtes l'auteur de Carnets égyptiens, publiés aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Doria Achour, bienvenue à vous. Vous êtes comédienne, vous êtes à l'affiche du film Papa Was Not a Rolling Stone qui sort mercredi prochain en France dans quelques jours. Avec nous également le duo Acide Arabe pour la première fois dans Maghreb Orient Express. Guido Miniski, Hervé Carvalho, merci d'être avec nous. Votre premier live aura lieu à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce sera le 10 octobre prochain. Et la compilation Acide Arabe Collection 3, très attendue, avec un nouveau titre. Ce sera pour le mois de janvier. Ça approche donc. Direction Beyrouth au Liban où nous attend le réalisateur tunisien Nejib Belkadi. Merci d'être avec nous dans Maghreb Orient Express. Vous êtes devant le cinéma Abraj dans la capitale libanaise. Votre documentaire 7,5 est sorti cette semaine en Tunisie. Votre précédent film Bastardo est lui dans la sélection 2014 de ce festival international du film de Beyrouth. On va en parler, Nejib Belkadi, mais avant place à la bande-annonce de 7,5. مسلي على النبي نقعدوا ونحلوا ساقين الزين مشى والخير جاء حريه 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 ونحن عملنا الحريه ونحن جبنا ثورة هرب منها ديكتاتور مش من عادات التونسي المتحضر أشعلت في قلوب الناس روح الحرية والديمقراطية احنا شعب غالبين حبوا شقبه والرميل أخذتنا من الخوف إلى الشجاعة هو سجعني باش لبست نقاب وهو سجعني باش حبيت النهضة من الجهل إلى المعرفة خاطر نجم نقريه بورقيبه طبعا من حب النفس إلى حب الوطن طموحات انا ما عنديش حزب ومش مترشح من الصمت إلى الصوت احنا عندنا حريه وننتخبوا كي نحبوا نحن ومن 7 إلى 7.5 يحيى سناجب معنا النهضه 7.5 الفيلم الذي يروي ملحمة شعب خرج من الدكتاتورية ليذهب إلى صندوق الاقتراع 7.5 الفيلم الوثائقي الجديد لنجيب القاضي. 7,5 documentaire signé Nejib Belkadi qui était avec nous en direct de Beyrouth au Liban. Alors vous avez filmé la période post-révolution entre janvier et octobre 2011, la date des premières élections libres de la Tunisie. Qu'est-ce qui vous a amené à témoigner sur ce moment historique de la Tunisie ? Parce que c'était un moment historique. Moi, j'ai pas commencé à faire le film en ayant en tête l'idée d'en faire un documentaire. C'est-à-dire que il y avait l'urgence de filmer. Il y avait cette urgence historique de filmer. Et puis, il se passait tellement de choses en Tunisie pendant cette période qu'on était totalement dépassé par l'histoire. Puis, après 2 ou 3 mois de tournage, je me suis dit qu'il fallait probablement en faire quelque chose. Puis, je ne savais pas si ça allait être juste un document historique ou un documentaire ou bien une émission de télé ou bien je ne savais absolument pas. Et quand il y a eu le rendez-vous des élections, c'est là que ça s'est profilé et puis on s'était dit on va en faire un documentaire. Mais entre-temps, on a projeté de faire le montage en 2012, mais puis j'ai été trop pris par Bastardo. Et ben voilà, les élections, c'est une bonne occasion pour sortir le film. Alors on a entendu les klaxons, ça klaxonne à Beyrouth ce dimanche. Pourquoi ce titre 7,5 Nejib Belkadi? Pourquoi 7,5? Parce que le chiffre 7 qui nous rappelle un peu les pires souvenirs ou un des pires souvenirs de la Tunisie de Ben Ali qui est le chiffre 7. C'est le 7 novembre en 87 que Ben Ali a pris le pouvoir et puis pendant 23 ans on a eu
à ce matraquage du chiffre 7 un peu partout, à travers les posters, à travers aussi, c'était de la démagogie, c'était de la propagande bénaliste. Et puis, mais pour moi, ce n'est pas que ça. C'est le chiffre 7, c'est aussi une mentalité. C'est aussi, le film parle beaucoup, c'est un film sociopolitique, ça parle beaucoup de nous en tant que peuple. Et puis le chiffre 7, il exprime cet état des choses qu'on a dépassé, c'est le petit demi, mais qu'on n'a pas totalement dépassé. C'est-à-dire on reste toujours dans cette zone médiane, là où on ne sait pas là où on va. Mais je reste confiant parce que le film donne quand même à la fin, vers la fin du film, on a un constat assez positif et optimiste. Et je crois qu'on a fait un demi-pas et là, on aimerait bien passer au chiffre 8, 9, 10 parce qu'il est vraiment grand temps. Et c'est ce qu'on espère de ces prochaines élections. Alors, il y a l'euphorie, il y a l'espoir, les hésitations, parfois les moments graves et la désillusion dans votre documentaire. On va terminer, Najib El Kadi, avec vous, avec Bastardo, qui est donc en sélection officielle au Festival international du film de Beyrouth. Simple question, comment est-ce que votre film est accueilli? Je crois savoir que c'est plutôt positif. Écoutez, le film n'a pas été encore projeté, il sera projeté demain et mardi, donc demain à 22h et mardi à 19h30, ici dans ce complexe même. Et puis, bon, le film arrive un peu avec des échos positifs parce qu'on vient de remporter le grand prix du meilleur film à Alexandrie, à Milan, à Tétouan, donc les gens en parlent, c'est-à-dire qu'il est assez attendu ici. Donc voilà, le plus important pour nous, c'est de le montrer au public et puis après, s'il y a un prix, ben, c'est tant mieux, voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Un réalisateur tunisien qui serait primé à Beyrouth, ce serait une belle image, un beau pont entre le Maghreb et la région du Moyen-Orient. Alors, parmi les points cruciaux, on le sait, de cette transition, il y a la justice transitionnelle, les questions de réconciliation et de vérité, et donc forcément un retour parfois douloureux sur le passé et sur la torture. On va découvrir l'exposition photo Sous le jasmin de l'artiste Augustin Le Gall. Ça se passe à Montréal, au Québec. Il raconte justement l'histoire de ces nombreux Tunisiens torturés sous la dictature. Visite guidée avec Catherine François. Derrière ces visages, les traces indélébiles de la torture et la dictature en Tunisie. Les 34 personnes dont les portraits ornent cette exposition ont toutes été torturées entre 1956 et 2012. Augustin Le Gall a voulu leur rendre hommage. Montrer que, par exemple, la torture a existé pour tout le monde, que ce soit les opposants politiques, que ce soit les journalistes, les artistes, toutes les personnes qui voulaient parler finalement. La torture a été un véritable système de gouvernement et l'idée était de mettre tout le monde sur le même piédestal pour moi. Imen Deriouche est ressortie bouleversée de cette exposition dont elle est la porte-parole pour Amnesty International. Les regards, les gestes, tout ça, de tous ces portraits, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu envie de les serrer parce que ça parle, les visages. J'ai eu envie de parler avec eux, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Cette Tunisienne d'origine, installée depuis 10 ans à Montréal, connaît plusieurs de ces personnes. Elle a aussi été torturée lors de son arrestation en 1998, alors qu'elle militait dans une organisation étudiante. On voit la souffrance de la femme qui a subi la répression, oui, mais je vois toujours Manajwa avec sa fierté. Ça, c'est mon père spirituel. Ça, c'est l'intégrité en personne. Le photographe, lui, a été marqué par Ali Ben Salem, le doyen des militants des droits de la personne en Tunisie. Pour moi, il représente vraiment l'espoir de la Tunisie. Cette exposition a reçu un très bel accueil en Tunisie où elle a été présentée pendant un an en collaboration avec le gouvernement. Mais c'est une page d'histoire bien lourde à tourner pour les Tunisiens, surtout pour ceux qui ont été torturés alors que leurs bourreaux sont encore en liberté. Je veux les voir, les avouer. Je veux les voir arrêter d'abord et qu'ils le disent pour qu'on passe, qu'on plie la page. La page est encore ouverte et la blessure est encore là. Il n'y a rien. Le sang saigne encore. On saigne encore et cette exposition, c'est ça que ça démontre. Comme dans tous les pays qui ont vécu des dictatures sanguinaires, le chemin de la réconciliation sera long et douloureux en Tunisie. Un chemin long et douloureux semé d'embûches. Azim El Difraoui, la Tunisie paraît pourtant à des années-lumière du pays auquel vous vous intéressez, à savoir l'Égypte. Tout à fait. Je pense que l'exemple tunisien est très, très positif. Donc, ils ont su gérer jusqu'à maintenant une
transition historique de manière relativement pacifiquement. L'Égypte, le plus grand pays du monde arabe, a d'autres difficultés. Dans mon livre pour lequel j'ai parcouru toute l'Égypte, il y a quand même de l'espoir. Il y a un système politique qui se referme, mais il y a un peuple qui vit, un peuple qui est très dynamique et qui est composé d'une richesse qu'on n'imagine pas. Alors justement, vous êtes parti à la rencontre notamment de Nihal, il était question des droits des femmes, vous avez rencontré aussi Hicham, le frère musulman, le copte Aboul, il y a aussi Ahmed, le bédouin du Sinaï, il y a Pierre et sa démocratie à l'occidental, il y a Mohamed et son état sécuritaire, on a là vraiment toute l'Égypte, il y a Hatem qui prêche le salafisme et Tarek, le poète des rues. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ce voyage? Quel grand enseignement en tirez-vous sur l'Égypte d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette diversité de l'Égypte, finalement. Et l'espoir, c'est-à-dire on trouve des groupes dans la population, de gens qu'on n'imagine pas, des miraculeux, des miracles en soi comme personnage. Soit ça, mon ami Ahmed le Noubien qui milite pour le droit de son peuple, soit un supporter de foot à Port Saïd où il y avait un grand drame, le plus grand drame de l'histoire du football égyptien. Et ces jeunes-là, ils partagent un sens de modernité, le désir vraiment de vivre dans une société plus libre. Ils sont actuellement bridés à nouveau par la restauration, appelons ça comme elle est, la restauration. Mais je ne pense pas que l'Égypte, à long terme, et les Égyptiens vont se laisser opprimer éternellement, parce qu'il y a vraiment trop de jeunes. Il y a toute une génération qui peut être très diverse entre les jeunes salafistes et les jeunes metteurs en scène. Il y a une grande différence, mais ils partagent encore le désir de changer cette société. Vous avez dit un mot important, la restauration, à savoir le retour des militaires égyptiens au pouvoir. On se souvient qu'à l'époque du renversement de Mohamed Morsi, Bachar al-Assad, le président syrien, avait dit « c'est la fin de ce que l'on appelle l'islam politique » dans une région aujourd'hui tourmentée avec l'émergence des groupes djihadistes en Irak et en Syrie. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que l'islam politique est terminé, ou que les autres courants d'ailleurs, puisque les jeunes révolutionnaires sont eux aussi emprisonnés, brimés, torturés. Est-ce que vous diriez que c'est la fin, en tout cas, d'une alternative possible en Égypte? Donc, faisons d'abord la différence, en effet, entre djihadisme et l'islam politique des frères musulmans. L'islam politique, c'est un courant tellement vaste et qui, pour sa plus grande partie, était toujours un courant très, très pacifique ou relativement pacifique. Et ces courants ne peut pas être effacé d'un revers de main comme ça. Un revers de main comme ça. On peut interdire les frères musulmans, mais la pensée idéologique des frères musulmans va persister et va trouver d'autres formes d'expression. D'ailleurs, les responsables politiques égyptiens qui font vraiment une analyse approfondie de leur pays savent très bien qu'il faudrait créer de nouvelles parties pour représenter l'islam politique dans une certaine forme ou dans une autre. Alors Doria Achour, vous suivez tout cela aussi de près. La Tunisie, vous lui avez consacré un court-métrage, Laisse-moi finir. C'était sur l'histoire de Sonia, qui errait entre Paris et Tunis, et qui était plutôt critique sur la période post-révolution. Est-ce que la situation d'aujourd'hui, les élections qui viennent, ou un autre sujet, est-ce qu'en tous les cas, cette transition qui avance pourrait de nouveau vous inspirer derrière la caméra ? Oui. De toute façon, ce court-métrage, c'est vrai qu'il a été fait dans un contexte assez particulier. Je voulais parler d'un événement aussi particulier. Oui, après, pourquoi pas pour un prochain film, mais sur autre chose. D'ailleurs, j'y ai pensé, mais de manière un peu détournée. Vous nous direz tout cela. Alors, dans Papa Was Not a Rolling Stone, vous jouez le rôle de Stéphanie, qui est née par accident en région parisienne, à la cité des 4000, à la Courneuve. Elle est née par accident d'une mère juive tunisienne, enfin française d'origine juive tunisienne, et d'un père algérien d'origine kabyle. Vous êtes donc entouré de Dora Tika, de Marc Lavoine, de Soumaïe Bakoum et de Sylvie Testu. Avant de vous entendre sur votre rôle, on regarde la bande-annonce. Vous vous attendiez à quoi? Aux grandes écoles? Eh oh, on atterrit là, on est en zone d'éducation prioritaire ici. Vous n'êtes pas en train de faire vos courses au salon de l'étudiant, ma petite. Ça, c'est ma cité, les 4000. C'est ici que j'ai grandi. 4, 5. Maman, j'ai un stage de danse, tu voudrais pas essayer? Ah, vas-y, demande à ton père. C'est pas mon père. Si, je suis ton père, oh, je t'ai reconnu. Toufias. Comment tu parles à Agnès, toi? Plus des champs, va. Stéphanie Mortier, c'est vachement bien. Trop fantasque de me marier. Fantasme. Arrête de faire la Shakespeare des 4000 là, avec ta famille de blédards. Toi, tu veux quoi, toi? Moi, j'aime bien la publicité. Ah, vous voulez être le Jacques Ségalet de la Courneuve, c'est ça? L'idée de vieillir doucement dans ma cité me terrorisait. Oh non, j'ai coincé! Elle est entre la classe.
Que des Catherine Deneuve. Fais-toi la vie que moi j'ai pas eu. Mais arrête, maman, t'es fou là, tu vas le tuer. Bah oui, on va pas le manger vivant, on n'est pas des sauvages. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que je veux une vie simple. Pareil, les paillettes, tout ça, je m'en fous. Mais t'as un gueudin. Tu sais ce qu'il y a dans le mot réputation, madame le dictionnaire? Y a pute. Ta fille, elle va finir sur un trottoir. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai. Au bled, on t'aurait cramé. Ah, on n'est pas au bled, Fatih. On est en France. C'est quoi ces livres que tu lis, là? Alors, pour me donner du courage, je me forçais à me souvenir des belles choses de ma vie. T'es une petite maline, toi. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as un coup de foudre ou bien? Vas-y, casse-toi, là. Voilà, sorti le 8 octobre, Papa Was Not a Rolling Stone. Doria Achour, c'est adapté du premier roman de Sylvie Ohayon. Si je dis que le film raconte l'histoire d'une adolescente qui se bat pour vivre ses rêves, sortir de sa condition, c'est vrai, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de Sylvie Ohayon. Donc, on suit en fait cette adolescente l'année